Ils sont beaux et rapides. Ils font beaucoup de bruit et ils impressionnent tout le monde. Ils sont superbes, mais il faut s'en méfier comme les plantes carnivores. Des avions s'élancent au-dessus de la mer depuis des porte-avions. Des missiles air-air, des missiles air-sol, des bombes guidées par GPS. Ces avions de combat ont vraiment tout ce qu'il faut pour faire des ravages. Ces appareils ont eu un impact insoupçonné sur l'histoire des États-Unis. Ils n'avaient aucune chance de gagner. Mais ils ont triomphé quand même. Et ils ont changé le cours de la guerre. J'ai perdu 22% des hommes de mon escadrille. 22%. On n'oublie jamais une chose pareille. Ce film va suivre de jeunes pilotes faisant l'apprentissage de leur métier et retracer le fil de l'histoire dont ils sont les héritiers. J'ai regardé tous les films de guerre qui me passaient sous la main quand j'étais gamin. L'histoire fait partie de ce qui m'a attiré dans ce métier. Ces individus étaient prêts à risquer leur vie pour améliorer une technologie et mettre cette nouvelle forme de combat au premier plan. Au début du XXe siècle, c'était, on peut le dire, insensé. On appartient à une lignée d'individus qui ont été témoins des plus grands événements du XXe et du XXIe siècle. On le sent au quotidien. On participe à quelque chose de grand. Mais cette lignée est aussi empreinte de controverses. En 100 ans d'existence, l'aéronautique navale a été maintes fois critiquée et remise en cause. Aujourd'hui encore, son avenir est incertain, et on peut même se demander si cette génération d'aviateurs n'est pas la dernière. Voici l'histoire d'une force militaire qui a changé à jamais le cours des guerres. On a fait un motocross à Las Vegas. Je faisais de la moto tout-terrain. Je voulais devenir un coureur professionnel, mais j'ai arrêté. Je suis allé à la fac et j'ai décidé d'intégrer les fusiliers marins. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Bonne chance. Merci. Ma mère nous amenait à un aéroport proche de la maison. On s'asseyait près de la piste et on regardait les avions décoller et atterrir. On voyait les avions voler, comme lui. C'est passionnant pour un enfant. Très tôt, j'ai été un mordu d'aviation. Je dis toujours à mes élèves, voilà ce que j'attends de vous. Je veux que vous soyez capable de rouler sur la piste, décoller, voler, remplir votre mission, revenir et atterrir. Et tout ça depuis la terre ferme et depuis un bateau. Le moindre détail peut influer sur notre mental au moment d'aller sur le bateau. On se repasse le vol 500 fois dans la tête, longtemps avant d'y aller. On arrive à imaginer les instruments et à les changer. Dans notre tête, on imagine que l'avion accélère plus vite. On va décoller de là-bas. Quand on voit le porte-avions pour la première fois, il est à 25 km des côtes.
Et on comprend qu'on va devoir atterrir là-dessus, sur ce minuscule îlot au milieu de la mer. Je crois que tout le monde a la même impression face au porte-avions. Oh la vache! On se dit qu'il n'est pas plus gros qu'un timbre-poste, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on a commis une grosse erreur. Ça fait partie de la préparation psychologique. Il faut essayer de se dire, ça va aller, ce sera différent de ce que j'imagine. Ce sera différent du simulateur. Je vais avoir les jetons, mais je vais m'accrocher. Au début du XXe siècle, les meetings d'aviation attirent les foules aux États-Unis. Tout le monde a envie de voir de ses propres yeux un homme s'envoler dans le ciel. À une époque où les innovations se succèdent dans tous les domaines, rien ne paraît plus extraordinaire que l'avion. Ces meetings attiraient des gens de tous horizons. Ils avaient beaucoup de succès car ils permettaient de voir des avions voler. Et souvent, il y avait des accidents, ce qui était tout aussi excitant que de voir un avion voler. Ces démonstrations piquent également la curiosité de l'armée et de la marine. L'armée mesure immédiatement le potentiel de l'aviation et commence à se doter d'appareils. La marine, elle, est perplexe. L'idée de se servir d'une machine volante en plein milieu de la mer paraît totalement hasardeuse. Mais un officier de marine d'une cinquantaine d'années n'est pas du même avis. Il est même convaincu que l'association des avions et des navires pourrait donner naissance à une nouvelle force militaire très puissante. Le capitaine Washington Irving Chambers est une sorte de champion inattendu de l'aviation. C'est un pur produit du combat naval traditionnel du 19e siècle. Il décroche son diplôme à l'école navale peu de temps après la guerre de sécession. Mais Chambers avait un intérêt sincère pour l'aviation. Il voulait l'étudier de près. Et c'est pour ça qu'il s'est rendu à plusieurs meetings. Il y allait pour voir les dernières avancées technologiques en matière d'aviation. À l'automne 1910, Chambers assiste à un meeting aérien à Belmont Park dans l'État de New York. Il est à la recherche d'un pilote disposé à tenter une expérience sans précédent, lancer un avion depuis un porte-avions. Parmi tous les casse-cous présents au meeting, un homme attire son attention, Eugene Ely. Quand on pense au début de l'aviation, on imagine des aviateurs en veste en cuir avec une écharpe qui flotte au vent. Mais Ely ne correspond pas à cette image. Sur les photos, on voit qu'il portait un costume classique, avec une chambre à air de vélo autour du cou en guise de flotteur et un casque de football tout simple sur la tête. Et il était originaire de l'Iowa, c'est-à-dire un état très éloigné de l'océan. Il ne s'intéressait pas spécialement à l'eau et n'aimait pas beaucoup nager. Mais quand Chambers lui fait sa proposition, Ely, l'homme qui n'aime pas l'eau, ne peut pas refuser. En plus d'être un très bon pilote, Ely avait de surprenants talents d'ingénieur. Il a eu l'idée de construire un pont d'envol en bois sur un navire de guerre, comme un croiseur ou un cuirassé, de manière à ce qu'une fois arrivé au bout, son avion puisse décoller en toute sécurité. Et au début du XXe siècle, c'était, comment dire, insensé. Peu après leur rencontre, Chambers équipe le croiseur Birmingham d'un pont d'envol en bois de sa fabrication. Construite selon les spécifications d'Ely, la plateforme ne mesure que 25 mètres de long et 7 mètres de large. Au matin du 14 novembre 1910, le temps est à la pluie. Ely doit prendre son mal en patience. À 15 heures, le ciel est enfin dégagé.
Ellie est monté à bord et il a emballé le moteur. Quand il est arrivé au bord de la plateforme, puis au-dessus de l'eau, il est descendu un peu plus vite qu'il ne pensait. Il a cru qu'il allait s'écraser. Les roues ont frôlé l'eau. Mais il avait pris suffisamment de vitesse pour que le vent s'engouffre sous les ailes et augmente leur portance. Il a réussi à décoller et à voler jusqu'au rivage. Chambers est satisfait, mais il sait que le plus dur reste à venir. Faire atterrir un avion lancé à pleine vitesse sur un navire. Une nouvelle fois, il s'appuie sur le sens pratique d'Ellie. Ellie risquait de heurter les cheminées du navire. Il fallait qu'il trouve un moyen d'arrêter l'avion. Ils ont pris des sacs de sable reliés par des cordes. Ils ont disposé les cordes en travers du pont à intervalles réguliers. Et ils ont équipé le dessous de l'avion d'une série de crochets. Ces crochets étaient censés s'accrocher aux cordes, et le poids des sacs de sable devait permettre à l'avion de s'arrêter quand il se poserait sur le pont. Le 18 janvier 1911, il fait froid. Ellie décolle du rivage pour aller se poser sur le Pennsylvania à 15 km au large. Eugene Ellis s'est approché du croiseur Pennsylvania et il a réussi à se poser grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui la crosse d'appontage. Il s'est posé sur le pont et les cordes se sont accrochées aux crochets situés sous l'avion et ont arrêté sa course. C'était un véritable événement. C'était tout à fait inédit. À l'époque, les vols des frères Wright ne remontaient qu'à 7 ou 8 ans. Et là, des marins ont vu un avion se poser sur leur navire. Ils ont vraiment dû vivre une expérience mémorable. Et ce qui est fascinant, c'est que les techniques qu'Ellie a développées avec le pont d'envol, le système de freinage et la crosse d'appontage, sont encore en vigueur 100 ans plus tard. Cet homme était un visionnaire. Mais Eugene Ellie n'aura pas l'occasion de mesurer l'impact de son travail. Quelques mois plus tard, il meurt dans un accident d'avion au cours d'un meeting. Mon père était pilote d'avion de chasse. Quand j'étais petite, j'ai assisté à énormément de meetings aériens. Je grimpais sur les épaules de mon père. Comme tous les enfants, je trouvais ça incroyable. Et j'avais envie de faire la même chose plus tard. N'oubliez pas ce que je vous ai dit sur le roulis. Quand vous voyez cette ligne, Atterrir sur un porte-avions, ce n'est pas rien. Ce n'est pas quelque chose qu'on redoute, mais c'est forcément préoccupant. Il faut réussir à se poser sur un énorme morceau de métal au milieu de l'océan. C'est l'avant-dernier vol avant de me poser sur le bateau lundi. Donc, j'ai encore 2 occasions de me perfectionner ou de corriger mes erreurs. Pendant la préparation de l'examen sur le porte-avions, tous les élèves se font pousser la moustache. C'est une forme de bravade, pour montrer qu'on a suivi l'entraînement et qu'on va bientôt nous laisser aller sur le bateau. Certains élèves pilotes ne sont pas très doués pour se faire pousser la moustache. Et il y en a qui ne sont vraiment pas beaux à voir. Certains ont une tête vraiment bizarre. Ma moustache ne pousse pas beaucoup. En plus, je suis blond, donc ça n'aide pas.
À moins d'être un peu zinzin, une fille ne se laisse pas pousser la moustache. Mais j'ai la ferme intention de me trouver des moustaches autocollantes ou de m'en dessiner une tous les jours, car je suis au milieu de garçons. Vous avez celui avec le russe? Au travail, je suis un garçon manqué. Mais une fois à la maison, je me détache les cheveux et je mets des jupes. J'aime bien être coquette. Et je trouve que je suis plus féminine aujourd'hui qu'avant. C'est un peu comme si je me faisais une cure d'hormones à la maison. C'est une compétition. Tout le monde veut être le meilleur. Peu importe qu'on vienne de l'armée de terre ou de l'armée de l'air. C'est pareil. Mais je tiens quand même à préciser que les gars de la marine sont mes copains. Il y a toujours une petite rivalité entre la marine et les fusiliers marins. Avec Jordan, on s'entend très bien. On était ensemble à l'école de pilotage de Kingsville. On s'est rencontrés il y a 14 mois et on ne s'est pas quittés. Rob et moi, on s'est rencontrés dès le premier jour d'école, dans ses locaux. Et on a tout vécu ensemble. Dès que j'avais des problèmes, j'en parlais à Rob et il me remettait les idées en place. On peut s'amuser un peu, mais après, il faut se concentrer et rentrer à la maison. On prépare des pilotes d'aéronaval. La plupart de ceux qui suivent notre programme seront amenés à combattre et ils seront prêts. Plus de 10 ans après les prouesses aériennes d'Eugene Ely, l'aéronavale américaine n'en a encore tiré aucune leçon. On aurait pu croire que face à une démonstration aussi révolutionnaire, la marine se serait empressée d'acheter des avions. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les avions sont toujours en bois et en tissu et arrivent à peine à supporter le poids d'un homme et encore moins celui d'une bombe. Mais depuis qu'il a vu l'avion d'Ely atterrir sur un navire, le capitaine Washington Chambers arrive à imaginer l'avenir. Chambers se rendait bien compte que des technologies très intéressantes étaient en train de se développer. De nouveaux matériaux comme l'aluminium, de nouvelles structures comme le monocoque, de nouveaux combustibles comme l'essence à indice d'octane élevé. Les avions allaient pouvoir aller plus vite et plus loin, transporter plus de poids et aussi être plus meurtriers, plus manœuvrables. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'aviation fait partie intégrante des tactiques militaires modernes. Les Britanniques sont leaders dans ce domaine, mais les Américains comptent bien les rattraper. Tout comme les Japonais qui sont les premiers à construire intégralement un porte-avions. La marine américaine développe des hydravions pour les vols de reconnaissance. Mais les difficultés pour les mettre à la mer et les retirer les rendent inutilisables pour d'autres opérations. Pour Chambers, la situation est claire. La marine est à la traîne et il continue d'insister. Chambers a mené une incroyable campagne de marketing auprès de la très conservatrice marine américaine afin de leur vendre une nouvelle technologie très onéreuse qui nécessitait la construction de navires de guerre particulièrement gros et puissants pour pouvoir être efficaces. Mais pour les huiles de la marine, les porte-avions sont une utopie. Rien ne vaut le fleuron de leur flotte, le cuirassé.
À l'époque, les stratégies de combat de tous les pays du monde impliquaient forcément de gros navires armés d'artillerie lourde. 8, 10 ou 12 cuirassés en train de se lancer des obus jusqu'à ce qu'un des deux camps abandonne. Et c'était ça qui décidait du destin des nations. Finalement, l'aéronautique navale se développera de manière inattendue. Non pas grâce à la marine, mais grâce à un jeu de rivalité entretenu par un audacieux général de l'armée appelé Billy Mitchell. Mitchell est en charge de l'aviation militaire américaine durant la Première Guerre mondiale. Une expérience qui changera à jamais sa vision de la guerre. La Première Guerre mondiale était un conflit atroce. C'était une guerre de tranchées qui a fait des centaines de milliers de morts. Et des gens comme le général Billy Mitchell voyaient en l'avion une solution pour changer la manière de faire la guerre et sortir des tranchées. La détermination de Mitchell n'a d'égal que son arrogance. Il veut regrouper toutes les forces de l'aviation militaire dans un seul service. Une armée de l'air indépendante sous son commandement. Mitchell voit les choses en grand. Comme le monde entier croit que les avions ne peuvent pas détruire des navires, il est bien décidé à leur prouver qu'ils ont tort. En juillet 1921, il organise un meeting aérien pour les membres du Congrès. Les avions de Mitchell commencent par détruire plusieurs vieux croiseurs américains. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Chaque avion transporte une bombe d'1 tonne récemment inventée. Leur cible, un ancien navire de guerre allemand réputé insubmersible. C'est un triomphe pour Billy Mitchell, mais qui n'aura pas les conséquences qu'il attendait. Ça a été une prise de conscience pour la marine. Ils se sont dit, le général Billy Mitchell est un grand spécialiste de la puissance aérienne. Et si on n'intègre pas l'aviation à notre flotte, on risque de se retrouver avec une armée de l'air indépendante et une marine très diminuée. Quelques mois plus tard, la marine reprend les rênes et transforme un cargo en un porte-avions baptisé Langley. L'ère de l'aéronavale américaine peut commencer. Le Langley opère pendant 2 ans à titre expérimental, en testant des avions et en formant des pilotes. On aime évoquer l'âge d'or de l'aéronavale des années 1920, quand les avions étaient en bois et les hommes très courageux. Ces individus étaient prêts à risquer leur vie pour améliorer une technologie et mettre cette nouvelle forme de combat au premier plan. C'était dur, c'était dangereux, et beaucoup d'aviateurs sont morts. Et c'est vraiment à ce moment-là que la réputation de l'aéronavale s'est faite. Les aviateurs de l'entre-deux-guerres sont de vrais personnages de film. Oui, ils avaient des foulards en soie. Oui, ils avaient des vestes en cuir et des casques. Oui, ils avaient un regard d'acier. Ils étaient beaux et ils prenaient des risques inconsidérés. C'était, disons, les mâles de l'époque. Ils n'avaient peur de rien. Ils avaient confiance dans leurs capacités, sauf ceux qui préféraient garder leurs 2 pieds sur la terre ferme.
La réponse, c'est sans doute l'orgueil. C'est sans doute par orgueil que j'ai choisi ce métier. J'ai envie de jouer dans la cour des grands. L'image qu'on avait des aviateurs, c'était la décapotable rouge avec une belle blonde sur le siège passager. Ça fait forcément rêver. Chaque jour, on pilote en 3 dimensions. On n'a pas le temps d'ouvrir un livre, d'essayer de comprendre le problème et de le régler. On n'a absolument pas le temps. Donc, si on ne mémorise pas tout, on ne peut pas réagir assez vite. Ça nous arrive de commettre des erreurs. Mais quand il y a un problème, ça peut vite tourner à la catastrophe. Certains jours, on n'est pas dedans. Mais j'espère que je serai au top le jour où on ira sur le bateau. On s'est entraîné, on s'est reposé, on est prêt. On touche au but et il faut tout donner. On arrive et on leur donne les instructions. On lève la main pour leur dire de monter et on la baisse pour leur dire de descendre. J'ai l'impression que je vais être là. Waouh! Il faut que j'atterrisse sur ce petit truc. Ce bateau n'est pas aussi gros que je pensais. Mais j'essaie de ne pas y penser pour l'instant. Et de me concentrer sur ce qu'on me dit de faire. Ce sera une expérience totalement nouvelle. Pour moi et pour la plupart des autres élèves. On n'a aucune expérience sur un porte-avions. Ça va être bruyant, ça va être éprouvant. Toute la semaine, ils nous ont montré des pilotes qui se sont écrasés en ratant leur atterrissage. C'est enrichissant. Ça nous permet de savoir ce qu'il ne faut pas faire. J'ai envie d'atterrir et de rentrer chez moi sain et sauf. On est à cran parce que c'est l'inconnu. Et c'est sans doute la chose la plus excitante qu'on ait jamais faite de notre vie. Au milieu des années 1920, la marine américaine ne possède qu'un seul petit porte-avions, le Langley. Les avions sont plus robustes, les pilotes mieux entraînés, mais la flotte n'est pas encore prête pour la guerre. Au milieu de la confusion, un homme prend les choses en main. L'amiral Joseph Mason Reeves. Every move of these naval aircraft has a definite purpose and has the single aim of achieving a fighting fleet. Il avait un physique très reconnaissable avec son bouc bien taillé. C'était une figure respectée. Il jouait dans l'équipe de foot de l'école navale. Il avait étudié les tactiques militaires. Et c'était un défenseur de l'aéronautique navale. Reeves est agacé de voir la marine cantonner les avions à des opérations de reconnaissance. Il voudrait qu'ils deviennent une arme aussi meurtrière que les cuirassés. Pour lui, la question était simple. Comment utiliser ce porte-avions non pas comme une arme de soutien, mais comme une arme offensive, comme l'atout offensif majeur de la marine. L'amiral Reeves a compris dès la création du Langley qu'il fallait optimiser le nombre d'avions susceptibles de décoller de ce pont d'envol. Concentrer la plus grande puissance de feu possible sur une seule cible. En 1928, Reeves trouve une plateforme à la hauteur de ses ambitions. Les États-Unis ont pris 2 énormes coques de croiseurs qu'ils étaient en train de construire. Ils leur ont donné le plus gros tonnage possible. Et ils ont donné naissance à 2 des bâtiments de guerre les plus beaux, les plus puissants et les plus rapides au monde, le Lexington et le Saratoga.
Reeves charge les deux porte-avions de près d'une centaine d'avions chacun. Et en moins d'1 an, il réussit ce qui paraissait jusqu'alors impossible. Faire décoller et atterrir des dizaines d'appareils à la suite. C'est un vrai casse-tête. Et ça se joue au centimètre près. On peut prendre 1 million de photos différentes d'un pont d'envol. On ne réussira jamais à rendre ce qui s'y passe vraiment. Avec des dizaines d'avions partout, certains qui décollent et d'autres qui atterrissent. C'était un ballet incessant, chorégraphié par les membres de l'armée. Des centaines de jeunes hommes mettaient la main à la pâte pour faire fonctionner une centaine d'avions. De nouveaux avions plus puissants sont en cours de réalisation. Le Curtiss SBC-4 Helldiver peut transporter une bombe de 500 kg sur près de 1000 km. Le prochain défi va consister à larguer les bombes avec davantage de précision. Et pour y parvenir, il développe le bombardement en piqué. Le bombardement en piqué est une technique qui a été développée par la marine pour pouvoir bombarder une cible bien précise. Les navires sont des cibles. Les avions volent à environ 3000 mètres d'altitude, puis se laissent tomber à la verticale. Et quand je dis à la verticale, je pèse mes mots. À l'intérieur du cockpit, il voyageait souvent avec la verrière ouverte. Quand l'avion piquait, on avait l'impression qu'on allait décoller de notre siège. On n'était pas seulement maintenu par une sangle. On regardait par notre petit viseur, mais pendant ce temps, le navire qu'on visait continuait à bouger. L'avion tournait en rond, changeait de vitesse. Et entre 850 et 450 mètres d'altitude, ce qui n'est pas haut du tout, on lâchait la bombe. Et immédiatement après, il fallait redresser le plus vite possible l'appareil pour stopper la descente. L'aéronautique navale a gagné en puissance, en portée, en nombre et en précision. Mais elle n'a pas encore été testée au combat. À partir de 1929, la marine lance un vaste programme d'exercices de guerre appelé Fleet Problems, afin de mettre à l'essai les théories de Reeves. Un exercice dans le Pacifique se révélera extrêmement prophétique. Le 7 février 1932, les porte-avions Lexington et Saratoga se séparent de la flotte et mettent le cap sur Hawaï. 152 avions sont envoyés pour attaquer Pearl Harbor avec de fausses bombes. Au cours de cette attaque simulée, ils pilonnent les installations aériennes et portuaires. Ces exercices étaient très importants car ils prouvaient que le porte-avions pouvait opérer de manière autonome et être une force expéditionnaire à part entière qui n'avait pas besoin des lignes de combat. Ils ont permis de mesurer la puissance de feu des porte-avions. La marine continue malgré tout de minimiser le rôle que pourraient jouer les porte-avions au combat. Et au cours de la décennie suivante, les vieilles tactiques restent largement de mise. Les temps étaient durs. C'était la dépression. On avait des cuirassés, ils étaient disponibles, on les avait payés, on savait exactement comment s'en servir et ils avaient fait leurs preuves. Mais l'exercice mené à Pearl Harbor ne passe pas inaperçu. De l'autre côté du Pacifique, les Japonais l'étudient minutieusement. Au cours des 10 années suivantes, ils agrandissent leur flotte qui compte désormais 6 gros porte-avions. Ils construisent également le Zéro, un avion de chasse dernier cri,
et forme 3500 pilotes d'aéronavale. La force aéronavale qui progresse vers Pearl Harbor en décembre 1941 est une des plus importantes et des plus puissantes au monde. Et l'ironie voudra que Pearl Harbor apporte la preuve que l'aéronautique navale est bien la force militaire du futur. Quand on arrive sur le pont, le matin, c'est assez impressionnant. Tout est calme et on voit le navire s'animer petit à petit. On entend les vagues aller et venir contre la coque. On peut regarder le ciel et voir les nuages. Et on prend un bon bol d'air en se disant que c'est une belle journée pour voler. On est parti à 4 avions, mais chacun était seul dans son appareil pour l'examen. Et c'est pour ça que c'est excitant. On est seul, tout repose sur nos épaules. Tout le monde dit que notre réputation ne dépend pas de nos qualités de pilotage, mais de la façon dont on atterrit sur le porte-avions. Quand on approchait le bateau, notre formation dans le ciel était très approximative. Je pensais qu'on s'en sortirait mieux. On était stressés, et notre formation était loin d'être parfaite. Voir ce petit bout de territoire américain au milieu de l'océan, c'est extraordinaire. Quand on arrive au-dessus et qu'on le regarde, ça donne la chair de poule. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais nerveux, mais en tout cas, j'étais vraiment impressionné. Quand on arrive au-dessus du bateau, on passe 10 minutes à essayer de se donner du courage. Et l'instant d'après, la tour nous demande de nous préparer pour l'atterrissage. Il y a un examinateur sur le pont, à côté de la zone d'atterrissage, qui note tout ce qu'on fait. Ils écoutent les bruits que fait le moteur. Ils arrivent à savoir qu'on a commis une erreur avant même qu'on s'en rende compte. Le début du vol a été un peu compliqué. J'ai mis les gaz. La piste d'atterrissage est située sur la gauche du bateau. Donc, dès qu'on s'approche du bateau, la piste d'atterrissage s'éloigne. En plus de ça, elle dévie sur la droite. Donc, il faut s'aligner sur la droite. On voit l'avion onduler légèrement, avec de la fumée noire qui s'échappe, parce qu'on a un peu de mal à stabiliser. L'examinateur était là, tout le monde me regardait dans le ciel. J'ai vu les câbles. J'étais à environ 10 mètres au-dessus d'eux. J'ai compris à mi-parcours que j'avais manqué les câbles. Alors j'ai remis les gaz et j'ai redécollé. Il arrive qu'ils abaissent leur crosse d'appontage, mais qu'ils atterrissent trop loin et ratent les câbles. Ils doivent alors repartir pour retenter leur chance. Le premier appontage a été un peu mouvementé. Je me suis mis en position. Je trouvais que c'était un bon début, mais j'étais un peu trop haut. J'ai essayé de descendre un peu, mais j'étais trop haut.
On a toujours du mal à imaginer comment va se passer le premier appontage. Il y a beaucoup de bruit. Notre corps est projeté en avant dans notre siège. Et quand on a cette sensation, c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'on a réussi à s'arrêter sur le bateau. C'était ma première tentative et j'ai réussi. J'ai roulé au sol pour aller chercher du carburant. Je tremblais de partout. On m'a guidé jusqu'à la piste et on m'a donné le top départ. Tout devient silencieux. Au début, j'ai cru que mon moteur s'était arrêté. C'est quand j'ai vu que je continuais à monter et que ma vitesse augmentait que j'ai compris que tout allait bien. Je suis bien parti et j'ai essayé de redescendre un peu pour ne pas commettre la même erreur que la première fois. Je voulais pas arriver trop vite. Mais j'ai oublié d'abaisser ma crosse. Et je suis reparti. Le deuxième jour, on a montré un peu plus les dents. Jordan Meredith est un de mes bons potes. Il a fait une meilleure deuxième journée, mais j'ai fait un peu mieux que lui. Rob est dans la marine et moi dans les fusiliers marins. Rob est presque sûr de retourner un jour sur un porte-avions. Mais ce n'est pas forcément le cas pour les pilotes de la marine. On a presque toujours volé ensemble. On est allé à El Centro pour s'entraîner au bombardement. On est allé sur le porte-avions ensemble. C'est dur. Comme il est fusilier, il y a de fortes chances pour que je ne le recroise jamais dans ma carrière. J'étais un peu déprimé parce que les fusiliers marins ne vont pas souvent sur des porte-avions. C'est une super expérience et j'ai pas envie que ça s'arrête. C'est un peu dur. Les Japonais doivent leur victoire à Pearl Harbor au porte-avions. 350 avions décollent en pleine mer, à plusieurs centaines de kilomètres des côtes, et détruisent une grande partie de la flotte américaine. C'est un sérieux revers pour les États-Unis. Le Japon avait vaincu. Et certaines personnes aux États-Unis pensaient que le Japon était invincible, qu'il finirait par contrôler non seulement toute la Chine, les Philippines et les Indes néerlandaises, mais aussi la côte nord de l'Australie et peut-être même l'Inde. La perte des navires de guerre compromet toutes les chances de victoire américaine dans le Pacifique. Heureusement, 3 porte-avions ont été épargnés. Ils étaient en mer au moment de l'attaque. C'est étrange, mais c'est l'attaque de l'aéronavale japonaise qui a contraint les États-Unis à définir une nouvelle tactique militaire justement basée sur les porte-avions. C'est maintenant au tour des porte-avions américains de faire leurs preuves face à la marine japonaise. En juin 1942, la flotte japonaise se dirige vers les îles Midway, un petit archipel américain du Pacifique. L'archipel se trouve à seulement 1500 km à l'ouest de Hawaï et est stratégiquement important. Face à une menace d'invasion, la réaction américaine ne se fera certainement pas attendre. C'est un piège apparemment infaillible.
Les Américains ont fait une sortie avec une cinquantaine de bateaux. Trois d'entre eux étaient des porte-avions. Tout portait à croire que la bataille était perdue d'avance. Les Japonais avaient énormément de bateaux, près de 200. Ils avaient mobilisé toute leur flotte. La matinée du 4 juin commence mal pour les Américains. Les radars de Midway repèrent 107 avions japonais à l'approche. Quelques minutes plus tard, tous les avions américains opérationnels sont dans le ciel. Les bombardiers japonais percent la défense ennemie. En mer, les porte-avions américains Enterprise, Hornet et Yorktown font décoller leurs avions dans l'espoir de frapper les porte-avions japonais avant qu'ils ne déclenchent une deuxième frappe. Trois escadrilles de bombardiers torpilleurs américains atteignent la flotte japonaise. Ils volent à très basse altitude et sont une proie facile pour l'artillerie antiaérienne. Sur les 41 bombardiers torpilleurs, seuls 4 survivent et aucun ne parvient à toucher l'ennemi. Les premières frappes ce matin-là, depuis Midway et les porte-avions américains, ont occasionné un nombre ahurissant de morts et de blessés. Près de la moitié des pilotes qui ont décollé ce matin-là ne reviendront pas. Pendant ce temps, 2 escadrilles de bombardiers s'élancent depuis le porte-avions Enterprise en direction des porte-avions japonais. Ces escadrilles sont commandées par un capitaine de corvette de 40 ans, originaire de Buffalo dans l'État de New York, Wade McCluskey. McCluskey s'est entendu dire « La flotte japonaise sera là à vous attendre. Allez-y, battez-vous. C'est la seule solution. » Au milieu de l'océan, McCluskey ne sait pas s'il doit faire revenir ses hommes sur le porte-avions ou bien les envoyer livrer une bataille qui paraît perdue d'avance. Et McCluskey se dit « Je vais emmener mes 2 escadrilles de bombardiers et je vais leur demander de me suivre selon une trajectoire bien précise. » Mais il a un problème. Il n'a presque plus de carburant. Et en regardant leur jauge d'essence, nombreux sont les pilotes à se demander si leur commandant sait vraiment ce qu'il fait. Et c'est alors que McCluskey repère un destroyer japonais. Il avance vite et il se dit qu'il doit certainement se diriger vers la flotte japonaise. McCluskey suit le destroyer. En allant vers le sud, il repère 3 porte-avions japonais. Ces bombardiers descendent en piqué et attaquent 2 des porte-avions par surprise. Quelques minutes plus tard, une 3e escadrille américaine arrive sur place et attaque.
Alors que McCluskey regarde derrière lui à travers les épaisses colonnes de fumée, il est stupéfait. Les Américains ont réussi à couler 3 porte-avions ainsi que 300 avions et près de 4000 hommes. À cause de cet homme et à cause de cette attaque, la marine japonaise s'est retrouvée hors d'état de nuire. Les Japonais étaient en position de suprématie absolue. Et du jour au lendemain, ils se retrouvaient dans l'incapacité de prendre l'offensive. Et tout ça grâce à 4 douzaines de bombardiers. Les pilotes qui ont suivi McCluskey ce jour-là sont des hommes ordinaires, de nouvelles recrues pour la plupart. Ils n'avaient aucune chance de gagner. Mais ils ont triomphé quand même. Et ils ont changé le cours de la guerre. La bataille de Midway est la bataille navale la plus décisive de l'histoire des États-Unis. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les avions de la marine constitueront la principale force militaire dans tous les principaux combats dans le Pacifique. L'aéronaval a fait ses preuves. Félicitations, je suis très fier de vous. J'ai regardé tous les films de guerre qui me passaient sous la main quand j'étais gamin. Pearl Harbor, la bataille de Midway. L'histoire a prouvé que même de petites forces aéronavales pouvaient faire la différence. Une personne peut changer le cours de l'histoire. C'est une responsabilité énorme. Qu'est-ce que c'est? Une jolie paire d'ailes qui vient couronner beaucoup de travail. Je suis très content. Je les laisse savourer leur succès, mais il ne faut pas se leurrer. Le plus dur reste à venir.